Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le mardi 27 mars. Tout de suite, les titres de cette édition. Terre de Versailles, c'est le nom de ce nouveau quartier, le 9e de la Cité Royale qui va voir le jour à l'horizon 2026. Et les contours du projet viennent d'être dévoilés. Un programme de 544 logements pour accueillir 2500 habitants et un quartier résolument tourné vers le bien-être et la nature. Ils protestent contre la loi de programmation de la justice. Avocats, magistrats et personnel du tribunal de grande instance de Versailles sont en grève totale jusqu'à vendredi. Un mouvement reconduit depuis la semaine dernière. Nous en parlons avec Michel Bessot, représentant CFDT au comité technique du ministère de la Justice. Et puis notre portrait de la semaine est consacré à un sportif saint-quentinois, passé notamment par le Sky Rugby. Fabien Witz a connu récemment sa première sélection en équipe de France des moins de 18 ans. Nous l'avons rencontré. Et nous évoquerons également dans ce journal la finale du deuxième concours de l'éloquence de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines avec notre invité Anthony Lamotte qui est le fondateur de ce concours. Jusqu'à dimanche, c'est la semaine de l'industrie. Focus cette année sur l'industrie connectée. C'est dans ce cadre qu'hier lundi, Bruno Le Maire s'est rendu à Maurepas, accompagné d'une quinzaine de lycéens des 7 Mars. Le ministre de l'économie et des finances a lancé cet événement national dans une entreprise de la ville. Elle est spécialisée dans le design des grands noms de l'automobile, des bateaux et de l'aviation. En tout, une dizaine d'événements se déroulent dans les Yvelines dans le cadre de cette semaine de l'industrie. Un 9e quartier pour Versailles. Le nouvel espace va voir le jour dans une zone située entre le château et la ville de Saint-Cyr-l'École. Un projet baptisé Terre de Versailles qui prévoit la construction de 544 logements. Une idée directrice autour de ce projet, la zénitude. Explication avec Mickaël Elmidoro. Le bien-être et la nature au cœur d'un nouveau quartier de Versailles, la ville et les collaborateurs du projet ont dévoilé à Paris les contours du futur site. Un espace construit sur une ancienne friche militaire située au fond du parc du château, qui pourra accueillir 2500 nouveaux habitants dans 544 logements. L'ensemble du site aura pour seul mot d'ordre la zénitude. Le quartier est tout un écosystème avec une halle gourmande 100% bio, des maisons participatives, un hôtel d'un nouveau genre où on apprendra à vivre en harmonie avec la nature, avec des espaces de méditation ou de jeûne, un centre équestre dans lequel on travaille sur le langage des chevaux, une plaine des sports. Autre particularité de cette cité-jardin, les voitures seront presque invisibles dans l'espace de 20 hectares. Seule une rue principale sera ouverte à la circulation. Les parkings sont tous enterrés, y compris pour les maisons individuelles, ce qui produit des espaces paysagers et des rues totalement libres de la circulation automobile. Avec ce 9e quartier de Versailles et son concept idéaliste, la municipalité veut inspirer les villes du futur. La ville moderne, c'est la ville écologie, c'est la ville nature. Et Versailles se veut être, au niveau national mais aussi mondial, un démonstrateur en ce domaine. Notre histoire le permet. L'histoire de Versailles, elle est héritée de la pensée de Le Nôtre, qui est la référence dans le monde sur le paysage. Et donc, ancré dans cette histoire, on veut montrer que Versailles reste encore à pointe de la réflexion. Coût total pour cette opération, 56 millions d'euros. La livraison définitive du site est programmée à l'horizon 2026. On reste à Versailles où les avocats, magistrats et personnels du tribunal de grande instance sont en grève totale jusqu'à vendredi. Un mouvement pour protester contre la loi de programmation de la justice. Elle est passée devant le Conseil d'État la semaine dernière. Bonsoir Michel Bessot. Bonsoir. Représentant CFDT au comité technique du ministère de la Justice. On va parler dans un instant des motifs d'opposition à ce projet de loi voulu par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Une grève totale à Versailles, est-ce que c'est du jamais vu ? Alors pour le moment, seuls les avocats sont en grève totale. Mais les magistrats et fonctionnaires sont mobilisés contre ce projet de loi. Et une grève totale, il y en a déjà eu une en novembre 2000. Pendant une semaine, le tribunal ne fonctionnait plus. La grève totale des avocats, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le déroulé normal au tribunal de grande instance ? Quels impacts finalement ça a, ce mouvement ? Alors tout simplement, c'est que quand les avocats demandent le renvoi d'une affaire, il est en principe accordé et les affaires ne passent pas devant le tribunal. Seul tout ce qui concerne la sécurité publique, la détention, passe quand même au tribunal. Il y a des permanences. Un tribunal fonctionne comme un hôpital. Donc il y a des permanences pour des mesures de sécurité. Est-ce que du coup ce mouvement génère des tensions ou pas du tout ? Alors pas du tout, en tout cas pas en interne, puisque les avocats, magistrats et personnels sont mobilisés
mobiliser ensemble. Ça, c'est unique. C'est une mobilisation commune des professionnels de justice contre ce projet de loi. Donc, il n'y a pas de tension en interne. Par contre, il y a des désagréments, mais c'est le but d'une grève. Les procès sont reportés. Alors, si on rentre dans le détail de ce projet de loi, 5 volets et des principales annonces faites, notamment l'expérimentation d'un tribunal criminel à la place des cours d'assises pour juger certains crimes, les viols par exemple. L'idée est de désengorger les cours d'assises saturées. Autre annonce, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance sans redessiner pour autant la carte judiciaire. Pourquoi ça coince de votre côté ? Alors pour prendre l'exemple de la justice au quotidien, les tribunaux d'instance, il y en a 5 dans le département des Yvelines. Nous ne savons pas à l'heure actuelle, dans le cadre du projet de loi, ce qu'il va devenir exactement du contentieux de proximité, puisque tout est regroupé, sera regroupé au chef-lieu du département, au tribunal de grande instance, et il appartiendra, selon le projet de loi, mais ça sera défini par voie d'ordonnance, encore une fois, on se passe du Parlement, par voie d'ordonnance, les modalités de tel ou tel contentieux à Rambouillet, à Poissy, à Mantes ou à Saint-Germain. En tout cas, ça a été annoncé par Nicole Belloubet. A priori, aucun tribunal ne sera fermé. Alors, vous estimez également ne pas avoir été assez associé finalement à la concertation sur ce projet de loi pour préparer ce projet de loi ? Tout à fait. La ministre a lancé ce qu'elle appelle les chantiers de la justice. Il y a eu des auditions, des rapports ont été déposés. La ministre a reçu les organisations syndicales en bilatéral dans son bureau, mais il n'y a eu aucune réunion de concertation dans les instances réglementaires prévues au sein du ministère de la Justice avant le dépôt du projet au Conseil d'État. C'est-à-dire qu'on a déposé le projet au Conseil d'État sans avoir réellement concerté l'ensemble des représentants des personnels. Et justement, qu'auriez aimé voulu dire à la ministre, quelles propositions vous jugez finalement nécessaires et qui doivent être intégrées dans ce projet de loi ? Mais pour les personnels, la connaissance des textes pour savoir comment vont être organisées les juridictions après-demain. Nous ne le savons pas. Et pour tout à chacun, pour les justiciables, on ne sait pas s'ils devront aller à Poissy, à Saint-Germain ou à Versailles pour certains contentieux. Et du coup, quels sont les objectifs de la grève ? On a parlé aussi d'une grève totale des avocats. On précise qu'il y a plusieurs mouvements un peu partout en France. Ce n'est pas qu'à Versailles. Vous vous demandez à être associé davantage au projet, à la rédaction du projet ? Oui, on demande à avoir plus de précisions sur l'organisation judiciaire. On demande, alors pour ce qui est de la CFDT, à ce que des pans du projet disparaissent. Nous notons une certaine privatisation de la justice. Certains contentieux sont totalement privatisés pour faire des économies et pour renvoyer le justiciable ailleurs que dans nos juridictions. Or, ça va coûter beaucoup plus cher pour le justiciable. Certes, le ministère de la Justice fera des économies. Vous en avez parlé, le gouvernement pourrait faire appel aux ordonnances pour faire passer ce projet de loi. Quelle réaction vous avez face à Nous sommes totalement opposés. Ça devient une manie dans ce gouvernement de passer outre la vraie discussion parlementaire, et nous savons que tout peut se construire par voie d'amendement, qu'il peut y avoir une vraie discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qu'une partie de l'organisation judiciaire va passer outre cette discussion. Et du coup, quelle suite donner au mouvement pour le moment ? Alors, il prend de l'ampleur. À titre d'exemple, il y aura une manifestation à Versailles vendredi prochain, vendredi midi. Des assemblées générales sont prévues aussi dans nos juridictions. Et si la ministre ne veut pas bouger, un grand rassemblement national est prévu début avril à Paris. Si on revient sur votre mobilisation, elle remonte déjà à début 2018. Il y a eu plusieurs actions menées, notamment en février. Oui, le 15 février, il y avait déjà une première mobilisation à Versailles comme France entière. Nous avons noté qu'il y a quand même quelques juridictions en France qui se radicalisent, pardonnez-moi cette expression, mais dont la contestation devient de plus en plus dure, car les personnels comme les justiciables n'acceptent pas de faire 50-80 km pour voir régler un litige. Merci Michel Bessot d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes représentant CFDT au comité technique du ministère de la Justice. Merci d'être venu de parler de ce sujet, de cette grève des avocats, magistrats et du personnel au tribunal de grande instance de Versailles. Environnement, ils ont enlevé mégots de cigarettes, canettes et bouteilles lors de cette opération. Depuis 6 ans, les membres du conseil municipal des jeunes de Bois d'Arcy ramassent les déchets. Une action de nettoyage que ces enfants âgés de 11 à 14 ans ont réalisé ce week-end. Reportage de Mélanie Poquet et de Nicolas Dandry.
Il y a des bouteilles plastiques, des canettes, un cintre et plein de mégots. Mais c'est surtout les mégots que vous trouvez, c'est ça, hein? Ouais. Faudrait que les gens arrêtent de fumer. Comme Flora, les élus du conseil municipal des jeunes de Bois d'Arcy chassaient les déchets mal jetés. En général, on trouve beaucoup de cigarettes au bord des trottoirs, alors que des fois, il y a des poubelles, mais juste 2 mètres plus loin. Donc c'est pas compliqué de juste avoir des cigarettes dans la main et de la jeter 2 mètres plus loin, au lieu de la jeter au bord des trottoirs. Ce jour-là, ils sont 20 à avoir enfilé gants et manteaux dans le quartier du Vieux-Bourg. Nettoyons notre ville a été lancé il y a 6 ans. Même s'il y a une nette amélioration par rapport à certaines années, il y a certains endroits qui sont plus sales que d'autres. Donc ils se rendent vraiment compte de l'incivilité de certaines personnes dans leur ville et ça les touche particulièrement. Après 2 heures d'activité, ils ont rempli une vingtaine de sacs poubelles qu'ils ont aussi triés. Le Conseil des jeunes veut aller plus loin. Il travaille à la mise en place d'une charte éco-citoyenne avec les écoles de la ville. C'est demain, mercredi, la finale du 2e concours d'éloquence de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle se tient à partir de 20h en amphi d'Hydro, bâtiment d'Alembert à Guyancourt. On en parle avec Anthony Lamotte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de ce concours d'éloquence de l'UVSQ, ancien étudiant de l'université. Alors, finale de cette 2e édition demain. Pourquoi avoir eu envie de créer un concours d'éloquence à l'UVSQ? Alors, pour la petite histoire, le concours a eu lieu il y a 3 ans pour la première fois à l'EUT de Mantes-la-Jolie. D'accord. En tant qu'étudiant de l'ISTI, l'école d'ingénieurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin, on a organisé le concours en interne à l'école d'ingénieurs. Et l'an passé, on a décidé de faire ça en plus grand pour tous les étudiants de l'université. 90 candidats l'an passé, cette année 60. Donc c'est un projet qui perdure. Quels sont les objectifs d'un tel concours? Alors l'objectif de ce concours, c'est aussi de montrer aux étudiants qu'il n'y a pas que les études et qu'on peut, même si on est scientifique, utiliser le langage qui peut nous servir dans nos métiers futurs. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est aussi de se faire rencontrer les gens. Beaucoup d'étudiants ne se rendent pas compte qu'ils appartiennent à une grande université avec beaucoup de filières différentes. Les personnels également, qui ont rencontré des étudiants d'autres filières. C'est surtout un échange. Derrière ce concours, on parle juste de l'organisation, il y a plusieurs anciens de l'UVSQ, c'est ça? C'est ça. En fait, cette année, le concours a été repris par divers étudiants ou anciens étudiants qui appartiennent à des associations différentes. Notamment Juristes Tribune, donc les juristes, l'ADEI, donc l'association des étudiants de l'école d'ingénieurs, ou par exemple l'Interasso, qui est une fédération étudiante. Alors si on parle de l'éloquence, c'est la capacité à s'exprimer devant une assemblée, un auditoire, l'attitude que l'on va adopter, les gestes, la prestance, la voix, sa capacité aussi peut-être à faire preuve d'humour. L'éloquence regroupe plein de domaines, c'est tout ça, l'éloquence. C'est ça, c'est aussi susciter l'intérêt. C'est-à-dire que là, par exemple, demain, pendant la finale, les étudiants vont devoir parler devant plus d'une centaine de personnes. Il faut réussir à captiver ce public, parce que le spectacle va durer pendant plus d'1 heure et demie. Donc, par exemple, le candidat qui va passer 7e, il va être devant un public qui est là depuis plus d'1 heure. D'accord. Il faut réussir à capter l'attention et à le garder. Donc, effectivement, l'humour est un bon moyen. Vous le disiez, il y a une vie, bien sûr, après les études. Pourquoi l'éloquence est-elle nécessaire dans le monde du travail aujourd'hui ? Alors ça permet de se faire comprendre, parce que notamment les gens n'ont pas la même perception. Il faut apprendre à parler à différentes personnes. Donc l'éloquence est un bon moyen de vaincre sa timidité et d'avoir un vocabulaire assez varié et d'être capable de s'exprimer devant un auditoire différent. Et justement, j'imagine aussi l'idée de ce concours, c'est de dire à ces personnes timides qu'elles peuvent se surpasser, s'améliorer en participant à ce genre de concours. C'est ça, beaucoup de candidats se sont inscrits tout simplement pour se surpasser parce que c'est un défi personnel. Certains sont arrivés en finale, donc c'est une belle surprise pour eux. Alors vous l'avez dit, 60 candidats ont participé à cette 2e édition du concours d'éloquence. 10 seront en lice demain pour cette finale. Ils ont été choisis sur des épreuves de présélection, c'est ça? C'est ça, il y a eu des présélections avec des jurys en interne à l'université. Et demain, pour la grande finale, c'est un jury de professionnels de l'éloquence. Nous avons des directeurs artistiques de compagnies de théâtre, nous avons des directeurs de librairie, nous avons des journalistes, voilà. Des comédiens également. D'accord, un jury de professionnels. Alors 10 finalistes donc, allez, je vais les citer. Luther Milan, Saraga Moraï, Sacha Thiollet, Bintou Camara, Zara Seydoun, Max Courtina, Marianne Bigpo, Étienne Perrin, Manon Jamet, Jean-Guillaume Philippe de Saint-Julien et Hugo Jarry. Je vais reprendre mon sou dans un instant. Cette question d'abord, comment ils ont été accompagnés pour préparer cette finale, les étudiants? Les étudiants, cette année, c'est la nouveauté, ont été accompagnés par la compagnie Les Tisseurs de Songes, qui est une compagnie théâtrale, dont le directeur artistique fait partie du jury de la finale demain, et ils ont
eu la chance, je pense, d'avoir un accompagnement avec un comédien professionnel sur justement la capacité à s'exprimer, le regard, la gestuelle, le souffle, un certain nombre de choses. Comment ça va se passer demain concrètement face à ce jury de professionnels du coup et face au public qui va venir? Alors les 10 candidats vont s'enchaîner et le jury a tout simplement une grille de notation avec différents critères. Donc comme je disais, la parole, la gestuelle, le souffle, la tonalité de la voix, un certain nombre d'autres critères. Alors, plusieurs sujets ont été proposés pour ce deuxième concours d'éloquence. Quelques exemples ressortons propres d'un bain de foule. Pourquoi le mot court est-il plus long que le mot long? Si un homme est tué dans l'espace, est-ce un crime sans gravité? Voilà, une multitude de sujets. Comment on répond à de telles questions? Alors je pense il y a certaines personnes qui prennent le sujet au premier degré, d'autres non. L'objectif de ce concours, c'est aussi de ne pas se prendre au sérieux spécialement. Il y a 2 types de concours. Il y a les concours de plaidoirie où vraiment on défend une idée pure et dure. La concours d'éloquence, nous, on part sur des sujets assez drôles qui se basent par un petit trait d'humour rien que dans le sujet. Et ça permet justement d'aller un peu plus loin, de ne pas forcément se prendre au sérieux. La gagnante de l'année dernière a fait un mélange d'humour et un mélange de combat personnel sur le droit des femmes. Ça a marché, elle a gagné. Et c'est des étudiants qui viennent de plusieurs filières, parce qu'on peut se dire un concours d'éloquence, ça va jouer en faveur des étudiants en droit. Est-ce que là, c'est ouvert à toutes les filières? C'est vraiment ouvert à tout le monde. L'an passé, c'est une juriste qui a gagné. Le 2e prix, c'était un étudiant de sciences politiques. Et le 3e, c'était un étudiant ingénieur. Donc c'est vraiment des étudiants de divers horizons. Et même un ingénieur qui est pourtant scientifique pur et dur, c'est pas quelqu'un qui bave derrière son PC. Ça peut être quelqu'un qui peut s'exprimer devant un public. Et à la clé pour le vainqueur, c'est de participer dans le jury des autres éditions, des éditions suivantes, pardon. Entre autres, il y a aussi un beau prix. L'année dernière, c'était un ordinateur portable à plus de 1 000 €. Donc voilà, c'est quand même une belle récompense. Une dernière question, vos espérances pour demain, pour cette finale? Que ça se passe bien et qu'il y ait beaucoup de public, parce que c'est ça aussi qui fait le spectacle. Donc c'est bien entendu ouvert au public et que les candidats se lâchent, c'est le plus important. Merci Anthony Lamotte d'avoir été avec nous. Merci à vous. Créateur du concours d'éloquence de l'UVSQ, la finale de la 2e édition se tient demain à 20h à l'amphi d'Hydro, bâtiment d'Alembert à Guyancourt. L'entrée est libre et pour plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de l'événement qui s'affiche en bas de l'écran. Un passage piéton en 3 dimensions. La commune de Chevreuse vient d'installer ce nouveau dispositif rue de Rambouillet. Il utilise l'illusion d'optique et donne l'impression d'un obstacle devant soi. Objectif de sécurité routière derrière. Le passage piéton doit inciter les automobilistes à ralentir dans cette zone en centre-ville. Chevreuse qui a déjà équipé de lumière bleue une dizaine de ces passages piétons. Une dizaine d'unités supplémentaires en sera dotée dès cette année. Suite de notre dossier de la semaine à présent sur la gendarmerie des Yvelines. Nous vous proposons ce soir un reportage sur la brigade cynophile de Ben et l'un de ses membres, âgé de 7 ans. Fidji est une chienne malinoise unique en Ile-de-France. C'est la seule à pouvoir détecter des produits utilisés lors d'incendies criminels. Rencontre signée Camille Lambert. C'est bien ma fille. Toujours pleine d'entrain pour aller travailler, Fidji prend son rôle très à cœur. Aujourd'hui, sur le camp militaire de Ben, séance d'entraînement. Après qu'un collègue ait posé différents produits, c'est à elle de jouer. Allez, on y va. Pas bouger, tu attends 1 minute. En avant, tu cherches. Et il ne faut pas plus de quelques minutes à la malinoise pour marquer l'emplacement. Voilà. Si Fidji est aussi enthousiaste, c'est parce que pour elle, il s'agit d'un jeu. Et pourtant, son travail est très sérieux. Elle détecte les produits utilisés lors d'incendies criminels. Alcool à brûler, white spirits ou essence, rien n'échappe à son flair, quel que soit leur état. Il y a un produit qui a été brûlé, un produit qui a été rincé à l'eau et un produit qui est resté nature. Pourquoi ces 3 états ? Parce que quand on a mis le feu, les produits ont été brûlés, donc ce qui altère et ce qui change leur odeur et leur composition. Quand les pompiers sont arrivés, ça a été lavé, donc pour apprendre le chien à travailler sur du produit brûlé, sur du produit lavé suite à une intervention des pompiers et sur de la matière naturelle pour essayer de trouver le produit qui n'a pas encore été brûlé. Comme elle, ils sont une dizaine dans le pays. Une spécialité unique en Ile-de-France qui vaut à Fidji des opérations régulières. Cette année, elle a participé à 19 interventions avec son maître. Une équipe complice, car la chienne de 7 ans a parfois ses humeurs. Yves est l'un des rares à pouvoir l'amadouer et surtout la comprendre. Où c'est mon boudin? Où c'est le boudin sur papa? Oui. C'est mon chien, oui, je travaille avec elle, c'est pas comme un outil de travail.
parce que si on n'utilise notre chien que comme un outil de travail, à un moment donné, ça va pas aller. Donc c'est vraiment le binôme. Je travaille avec elle, j'interprète en langage humain ce que le chien me donne en langage chien, je dirais. Elle me donne des indices en chien, moi je les traduis en langage humain pour que mes collègues puissent interpréter et puissent avancer sur leurs enquêtes. Un véritable duo formé pendant 14 semaines à Gramma, au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Yves et Fidji ont été accordés selon leur caractère. De ne pas mettre un chien qui va être hyper speed à un maître qui va être calme, et l'inverse. Donc on essaie d'équilibrer sur les caractères, on est la seule administration à le faire, ça marche pas mal du tout. Du début de mission jusqu'à la fin de mission, il faut qu'elle travaille avec la même motivation et le même entrain. Un chien qui au bout d'une minute de travail va tout laisser tomber parce qu'il en a marre, ne nous intéressera pas. Donc le jeu, ça peut s'apprendre à un chien, la persévérance au jeu, c'est inné, soit il l'a, soit il l'a pas. Une mission qui se termine toujours par une récompense, un moment de jeu avec son maître. Fidji devrait servir encore jusqu'à ses 12 ans. Elle aura ensuite droit à une retraite bien méritée. La gendarmerie recherche toujours des chiens pour renforcer son équipe. Avant de se quitter du sport pour notre portrait de la semaine, nous faisons la connaissance de Fabien Witz, originaire de Saint-Quentin en Yvelines. Il a connu sa première sélection en équipe de France de rugby des moins de 18 ans. L'athlète a débuté son parcours au Ménil-Saint-Denis, puis est passé par le Sky Rugby. Nicolas Dandry est allé le rencontrer. Bien Mathis, c'est mieux là Fabien, c'est bien. Fabien Witz, 2 mètres, 104 kilos, 2 sélections en équipe de France B, moins de 18 ans. Ce Saint-Quentinois est au pôle espoir rugby du lycée Lacanal de Sceaux, une structure qui permet aux élèves de suivre un double cursus, un parcours scolaire classique et une préparation au sport de haut niveau avec 10 à 15 heures de rugby par semaine. On a quand même des bons horaires scolaires, on a le temps d'être à jour dans notre programme, on fait le lycée en 3 ans donc il n'y a pas de souci là-dessus, on peut choisir des filières tout à fait normales. Et après justement le soir, en général, à la fin des cours, donc vers 16h30, 17h30, on a notre entraînement et dans la journée, à la place du sport, on a la muscu pour justement essayer de se développer pour le rugby et pour les contacts. Des joueurs comme Wesley Fofana ou Mathieu Bastaro sont passés par ce pôle espoir. Musculation, mathématiques, préparation physique, philosophie ou technique individuelle, les journées sont rythmées entre les cours et les entraînements. Un emploi du temps géré par le responsable du pôle, Sylvain Boutier. Fabien, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a une vraie qualité de travail et de sérieux et il prend l'ensemble des paramètres de la performance en faisant attention à son sommeil, son alimentation et à travailler de manière régulière. Après l'entraînement, Fabien revient au lycée. Durant la semaine, il est nourri et logé au sein de l'établissement. C'est seulement le week-end qu'il rentre chez lui à Maurepas. Ses parents l'accompagnent dans son projet. Grâce à eux, Fabien a rencontré le rugby à l'âge de 4 ans lors d'une journée portes ouvertes au club du Ménil-Saint-Denis. J'étais très, très actif étant petit. Et donc c'est tout ce qui est... je pense que c'est cette décharge d'énergie qui m'a fait plaisir, je sentais que j'étais dans mon élément en fait. Dès tout petit, je sentais que ça me plaisait vraiment. Celle-ci, c'était ma toute première médaille. Avec le Ménil-Saint-Denis. C'était le tournoi des géants, c'était en 2005. On m'a remis cette médaille non pas parce que j'étais bon ou parce qu'on a gagné, c'est juste parce que j'étais le plus jeune joueur du département. En 2012, il rejoint l'équipe de Saint-Quentin en Yvelines Rugby, un club où il garde de très bons souvenirs. À 15 ans, lors d'une finale régionale, il est repéré par un entraîneur de Massy pour rejoindre ce club professionnel. Après plusieurs tests physiques, il réussit son entrée au pôle espoir. Aujourd'hui, son rêve est en train de se réaliser. Il prépare pour la 2e fois ses affaires pour aller au centre d'entraînement de l'équipe de France à Marcoussis. Soit représenter son pays, porter des affaires, porter des affaires qui représentent le pays. La sélection France B moins de 18 ans prépare le championnat d'Europe, une compétition qui se déroule du 25 au 31 mars en Pologne. Et Fabien a déjà des responsabilités dans l'équipe. Dans l'équipe, il est notamment notre leader de touche. C'est celui qui annonce les zones de saut, c'est celui qui annonce quel joueur va sauter. Et pour ça, il est très précieux et il nous aide beaucoup, même si évidemment, il est encore dans une phase d'apprentissage. La première étape de ce jeune Saint-Quentinois pour devenir peut-être un jour un grand du 15 de France.
Un portrait signé Nicolas Dandry et Fabien Witz qui a marqué un essai dimanche dernier lors de la victoire de l'équipe de France B des moins de 18 ans face à la Roumanie. Succès 67-8. Les Bleus seront engagés demain dans les demi-finales du championnat d'Europe face à l'Espagne. Coup d'envoi à midi et Fabien Witz qui ne devrait pas débuter cette rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur notre antenne un nouveau numéro de Mode d'emploi présenté par Aurélie Ronze. Et ce journal, vous pouvez bien sûr le retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.